Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va passer en revue de manière totalement subjective les nouveautés à paraître en février 2023 chez Panini Comics. On verra les nouveautés des autres éditeurs dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, pour les dates de sortie, je me suis basé sur ce qu'indique Panini sur son blog, sachant que les dates en question sont susceptibles de changer d'ici là. Et comme d'habitude aussi, si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans les commentaires. Dans la collection 100% Marvel, les sorties de début février devraient ravir les fans de Symbiote, puisque pas moins de 3 nouveaux albums leur sont consacrés. D'abord, le tome 2 de Venom, par Ram V, Al Ewing et Brian Hitch. Les scénaristes continuent de se partager l'écriture de la série. Ram V s'occupe de l'histoire de Dylan Brock dans les 2 premiers épisodes, Al Ewing de celle d'Eddie dans les 3 suivants. Et au dessin, Brian Hitch continue de faire du bon boulot. Mais bon, c'est du Venom, donc j'ai beau aimer et les scénaristes et le dessinateur, vraiment, j'arrive pas à m'y intéresser. On retrouve également Ram V aux commandes de la nouvelle série consacrée à Carnage, illustrée par Francesco Manna et Roger Antonio. Cletus Kasady n'est plus dans la boucle, mais Carnage s'est trouvé un nouveau copain de jeu, serial killer de son état évidemment, et donc ça va beaucoup saigner au fil des pages. Bon là aussi, Carnage me fait le même effet que Venom, mais en pire, et j'avoue que ça m'est tombé des mains au bout de 2 épisodes. Ram V a pourtant l'air de vouloir entraîner son personnage dans une direction qui le sort un peu de son cadre habituel, mais non, j'y arrive pas. Sorti enfin le même jour de Venom Level Protector au cœur de la traque, de David Michelinie et Ivan Fiorelli. Et bizarrement, si je devais en conseiller un sur les 3, ce serait celui-là. Alors bon, ça fait partie de ces mini-séries destinées à un public nostalgique des années 90, mais en y regardant de plus près, ce récit est plutôt pas mal. Michelinie s'amuse beaucoup avec quelques-unes de ses créations de l'époque où il écrivait Amazing Spider-Man, qu'on n'a plus beaucoup revu depuis, et il remonte même plus loin dans sa carrière quand il était aux commandes d'Iron Man. C'est très anecdotique, mais pour les vieux lecteurs comme moi, ça se lit bien, ça sent pas trop le rance comme la plupart des projets similaires que Marvel a sortis ces derniers mois, et c'est plutôt bien foutu. Alors, j'irai pas jusqu'à vous conseiller de dépenser 18 balles pour vous le procurer, mais si vous avez l'occasion de le lire, il y a des moyens bien pires d'occuper 1 heure de votre temps. Toujours en 100% Marvel, je recommande vraiment pas le tome 8 d'Avengers, Voici le Phénix, par Jason Aaron et Javier Garron. Un gros volume de plus de 300 pages et 12 numéros, du 39 au 50, le 50 étant en outre un très gros numéro anniversaire. Le run de Jason Aaron sur Avengers est vraiment pas bon, mais ces épisodes en particulier, c'est une véritable purge, avec l'arc Enter the Phoenix, où tout un tas de héros se foutent sur la tronche pendant 6 interminables épisodes pour savoir qui sera le nouveau porteur du Phénix, suivi de l'arc World War She-Hulk, dont le seul intérêt est de nous débarrasser enfin de cette incarnation bas du front du personnage. Si vous aimez les Avengers, si vous aimez Jason Aaron, un seul conseil, fuyez. Beaucoup plus fréquentable, le tome 3 des Éternels, intitulé « Une histoire écrite dans le sang ». Ce volume réunit les 3 one-shots qui étaient parus en parallèle de la série régulière, tous écrits par Kieron Gillen, des récits qui reviennent sur l'histoire des Éternels en mettant en avant certains de ses membres. On a donc au sommaire Thanos Rises, dessiné par Dustin Weaver, Celestia par Kei-Zama et The Heretic par Ryan Bodenheim, dessinateur disparu peu de temps avant la parution de ce récit. Avec ces 3 histoires, Kieron Gillen donne davantage d'épaisseur à l'univers des Éternels tel qu'il l'a revisité, et côté dessin, on a de très belles choses, chacune dans un style différent. A noter enfin qu'on trouvera également dans ce tome les backup stories qui étaient parus dans What If au tout début des années 80 par Mark Grunwald et Ron Wilson, et qui développait les idées lancées par Jack Kirby sur la manière dont les Célestes avaient influé sur l'évolution de l'humanité il y a quelques millions d'années. Et puisqu'on parle de What If, faisons un rapide détour par la collection Best of Marvel, où paraît le tome 3 de cette série, qui réunit les épisodes 14, 15 et 17 à 20.
Et le numéro 16, me direz-vous, eh ben, il est passé à la trappe, vu qu'il racontait comment Chang-Chi choisissait de rester au service de son père, l'infâme Fu Manchu, plutôt que de le combattre. Sauf que, depuis l'an dernier, Marvel n'a plus les droits des personnages créés par Sax Rohmer, donc exit Fu Manchu et quelques autres personnages de la série originale. Ça concerne évidemment pas Chang-Chi, qui est une création Marvel, mais ça permet plus à Marvel de rééditer les anciens épisodes de Master of Kung Fu, ou, comme c'est le cas pour ce What If numéro 16, des récits dans lesquels ces personnages apparaissaient. Pour le reste, on retrouve une thématique similaire dans plusieurs des épisodes publiés dans ce volume. On a ainsi Doctor Strange en disciple de Dormammu, Spider-Woman qui combat le Shield, Captain Marvel qui reste fidèle au Kree, Ghost Rider qui rejoint les hordes de Satan, Nova qui est un criminel, sans oublier Horreur suprême, Peter Parker qui préfère se lancer dans le showbiz plutôt que de combattre le crime. On a également un épisode qui fait suite à la guerre des Kree et des Skrulls imaginée par Roy Thomas et Neil Adams au début des années 70, et un autre où Nick Fury fait la guerre dans l'espace. Et là, mention toute spéciale pour ce récit au type qui arrive à fumer la pipe dans son scaphandre. Globalement, les épisodes sont nettement plus réussis que dans le tome précédent, et on retrouve au dessin des gens aussi recommandables que John Buscema, George Perez ou Carmine Infantino. Retour en 100% Marvel avec Marvel Comics numéro 14, qui, outre des épisodes d'Avengers et d'Avengers Forever, ainsi que l'annual d'Iron Man et Hellcat, propose les 3 premiers épisodes de la nouvelle série Amazing Spider-Man par Zeb Wells et John Romita Jr., une fois de plus de retour sur le personnage. Le récit commence après un gap de 6 mois, pendant lequel on ne sait pas ce qui s'est passé, mais visiblement rien de bon pour Peter Parker, qui semble avoir depuis une relation compliquée avec à peu près tout le monde. Et côté Spider-Man, l'avenir semble pas franchement radieux, puisqu'il se prépare dans les rues de New York une guerre des gangs qui s'annonce très sanglante. Difficile de se faire une idée sur ces seuls 3 premiers épisodes, la situation du héros est forcément intrigante, faut voir ce que ça peut donner. J'avais pas encore lu ces épisodes sur Marvel Unlimited, et maintenant que c'est fait, j'ai plutôt envie de continuer. Citons encore les numéros 4 et 5 de Destiny of X, j'ai toujours pas rattrapé mon retard sur les séries mutantes, donc je n'en parlerai pas, et terminons par une chouette surprise, Ant-Man Fourmiversaire, par Al Ewing et Tom Reilly. Une mini-série en 4 épisodes qui met en scène les différentes incarnations du personnage, prises à différentes époques de leur carrière respective. Le scénario est assez marrant et s'appuie beaucoup sur la continuité du personnage, et Tom Reilly fait du très chouette boulot en s'amusant à pasticher ses plus ou moins illustres prédécesseurs. C'est fun, c'est inventif, bref, c'est tout ce que je recherche dans une histoire de super-héros, et en l'occurrence, c'est une très bonne pioche. En bonus, ce volume propose 2 récits extraits de Tales to Astonish, la série dans laquelle paraissaient initialement les aventures de Ant-Man au début des années 60, 2 histoires dans lesquelles le héros affronte des vilains bien kitsch, le Protector et le Master of Time. Et si vous aimez ces 2 épisodes, vous voilà prêt à vous lancer dans Ant-Man Giant Man, l'intégrale 1962-1964, qui réunit les épisodes 27 et 35 à 52 de Tales to Astonish. Et là, vous allez vous prendre en pleine tronche la plus belle galerie de super vilains ridicules de tout l'univers Marvel. Pensez donc, Egghead, Trago le joueur de trompette, Porcupine, The Living Eraser, Human Top, des extraterrestres qui font très très peur, d'autres extraterrestres qui font encore plus très très peur que ceux d'avant, sans oublier Kula. Et non, on va éviter tous les jeux de mots possibles avec un nom pareil. Le tout dessiné par Jack Kirby et Don Heck. C'est totalement kitschouille, encore plus que les autres séries Marvel de la même époque, mais c'est le genre de choses qui m'amuse à relire de temps en temps. Alors, faut quand même y aller à petite dose, si vous vous enfilez tous les épisodes d'un coup, ça peut avoir des effets secondaires assez dévastateurs. Dernier titre lié à Ant-Man, tiens, il n'y aurait pas un nouveau film qui sortirait en février par hasard ? Marvelverse, Ant-Man et la Guêpe, avec au sommaire des choses diverses et variées, notamment Marvel première 47 et 48, par David Michelinie et John Byrne, qui marquaient les débuts de Scott Lang dans le costume d'Ant-Man.
On a aussi le one-shot Avengers Origins par Roberto Aguirre Sacasa et Stephanie Hans qui revisite les origines des personnages. Ant-Man and the Wasp Living Legends par Ralph Macchio et Andrea Di Vito. Et Ant-Man Larger Than Life par Will Corona Pilgrim et à nouveau Andrea Di Vito. Continuons dans les vieilleries avec le nouvel Epic Collection Avengers Kang War, un bon gros pavé qui réunit les épisodes 129 à 149 d'Avengers, ainsi que les Giant Size numéro 2 à 4. C'est écrit de bout en bout par Steve Englehart, sauf quand il était tellement à la bourre qu'il fallait remplacer ces épisodes en dernière minute par des rééditions ou des fill-in, et c'est dessiné par ordre d'apparition par Sal Buscema, George Tosca et George Perez. Et globalement, c'est vraiment bien. Steve Englehart introduit beaucoup d'éléments et de personnages qui vont durablement marquer la série. On y retrouve Kang, comme le titre l'indique, on découvre les origines de Mantis, Beast et Hellcat font leur entrée dans l'équipe, les Avengers font un détour par le Far West, tout ça est très rythmé et globalement inventif. Franchement, pour un truc vieux de 50 ans, ça reste très agréable à lire. J'ai un avis un peu plus mitigé sur les intégrales du mois. On a d'abord Marvel 2-in-1 1978, avec les aventures en duo de La Chose, où le meilleur côtoie le pire. Le meilleur, c'est sans doute les 2 annuels dans lesquels Jim Starlin conclut les sagas qu'il avait mises en scène quelques années plus tôt, dans Warlock et dans Captain Marvel, avec évidemment Thanos dans le rôle du grand méchant. On a aussi 2 épisodes écrits par Ralph Macchio et dessinés l'un par Sal Buscema, l'autre par John Byrne. Par contre, le reste vole franchement pas très haut, tant au niveau du scénario que du dessin. Pas exceptionnel non plus, l'intégrale Captain America 1979-1980. Ça commence pourtant bien, avec aux commandes Roger McKenzie et Sal Buscema, pour une histoire assez dure sur fond d'extrême droite et de crimes racistes, et c'est un récit qui va se conclure avec la disparition d'un personnage majeur de la série. Malheureusement, on a ensuite une série de fill-ins sans aucun intérêt, qui sont vraiment pénibles à lire. Roger McKenzie revient finalement le temps de 3 épisodes, nettement moins bon que ses épisodes précédents, malheureusement. Mais on termine quand même sur une note positive, un épisode signé Peter Gillis et Jerry Bingham, qui est une suite à l'un des plus célèbres épisodes de Spider-Man, période Stan Lee et Steve Ditko, et qui s'avère être un récit très touchant, au moins aussi réussi que celui qui l'a inspiré. Ah, et j'oubliais une aventure en solo de Falcon, tirée de Marvel Première par Mark Evanier et Sal Buscema. L'histoire n'a pas grand intérêt, mais au moins, comme ça, je suis complet. Bon, le prochain volume sera nettement meilleur, puisqu'il réunira les épisodes écrits par Roger Stern et dessinés par John Byrne. En Marvel Deluxe, 2 nouveaux titres, comme d'habitude. Le premier, c'est Giant Size X-Men, qui reprend 5 one-shots écrits par Jonathan Hickman et dessinés par du beau monde, genre Russell Dauterman, Rod Rice ou Alan Davis. Après, comme d'habitude, je suis pas sûr que ces récits restent intéressants à lire en dehors du contexte de leur publication. L'autre titre, c'est le 4e tome d'Amazing Spider-Man par Dan Slott et Giuseppe Camuncoli. Donc là, on parle de la série de 2015. Là, ce sont les épisodes parus juste avant le gros crossover Clone Conspiracy. J'ai certainement lu ça à l'époque, mais j'en ai à peu près aucun souvenir et j'ai pas spécialement envie de m'y replonger. En Best of Marvel, il y a une réédition que je conseille sans aucune réserve, c'est le Silver Surfer Parable par Stan Lee et Moebius. Bah voilà quoi, Moebius. Normalement, j'ai pas besoin d'en dire plus. Il y a des planches là-dedans absolument sublimes, et le scénario de Stan Lee est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de questions de religion, le propos reste assez manichéen, mais on a un Silver Surfer moins larmoyant qu'à l'époque de sa première série. Donc oui, je conseille absolument, mais je serais plutôt enclin à vous conseiller l'édition grand format que Panini avait publiée il y a 4 ou 5 ans, et qui, à ma connaissance, est toujours dispo. Et là, vous allez vraiment vous gaver les yeux jusqu'à ce qu'ils explosent de bonheur. L'autre titre du mois mérite lui aussi qu'on s'y intéresse, c'est Magneto, le Testament, de Greg Pak et Carmine Di Giandomenico. Et c'est l'enfance de Magneto, dans les années 30, en pleine montée du nazisme en Allemagne, puis pendant la guerre.
C'est un récit évidemment très dur, où le scénariste a travaillé un max le cadre historique de cette histoire, et qui se tient à très grande distance du traitement super-héroïque habituel. Là, on est vraiment dans le pur récit historique, et c'est une lecture que je conseille, d'autant plus qu'au dessin, Carmine Di Giandomenico réalise ce qui est, à mon sens, son meilleur travail. Il n'y a guère que les couleurs très sombres et sans grande nuance de Matt Hollingsworth qui me déplaisent, mais c'est vraiment ma seule réserve sur ce titre. J'oublie pas les omnibus, ils sont 2 annoncés en février. En fin de mois devrait donc arriver le 2e tome d'Aliens, avec différents récits parus chez Dark Horse au début des années 90, en majorité inédits en France il me semble. On trouvera notamment au sommaire le one-shot Aliens Salvation, écrit par Dave Gibbons, dessiné par Mike Mignola et ancré par Kevin Nowlan. Le reste affiche un casting moins spectaculaire, mais on a quand même de belles choses, notamment côté dessin, comme Will Simpson sur Aliens Rogue, Killian Plunkett sur Aliens Labyrinth, Aliens Colonial Marines par Paul Guinan ou Aliens Stronghold par Doug Mahnke. Et on a tout un tas de choses diverses et variées parues dans Dark Horse Presents, plus tout ce que j'oublie. Honnêtement, Alien, c'est pas vraiment ma came, mais quitte à lire des comics liés à cette franchise, ça me semble beaucoup plus recommandable que la récente série publiée par Marvel. En revanche, l'autre omnibus du mois, même avec un manche à balai, j'y touche pas. Heroes Reborn, le retour. Jésus-Marie-Joseph. Déjà, Heroes Reborn, j'ai aucune nostalgie pour cette période, mais alors les suites qui sont allées jouer dans les ruines de Struck et ressortir ça dans un omnibus à 90€, vraiment ça me dépasse. Même les épisodes de Thunderbolts, qui était une série que j'aimais beaucoup à l'époque, c'est vraiment à partir de là que j'ai décroché. Et alors le reste, les mini-séries et les one-shots, j'ai le souvenir d'un truc assez abyssal à tous les niveaux, et non, vraiment, gardez vos sous. Pour terminer, et dans le plus grand désordre, en kiosque, Les Trésors de Marvel numéro 9, consacré à l'année 1967, avec de belles choses, en particulier Amazing Spider-Man numéro 50 par Stan Lee et John Romita, épisode mythique dans lequel Peter Parker renonce à sa carrière de super-héros, et Fantastic Four numéro 58 à 60 par Lee et Kirby, avec Doctor Doom, Silver Surfer et les Inhumains. Le reste est plus anecdotique, Daredevil numéro 30 par Stan Lee et Gene Colan, où Ted Acorn rencontre Thor, un épisode où le dessin de Colan est malheureusement salopé par l'ancrage de John Tartaglione. X-Men numéro 35 par Roy Thomas et Werner Roth, où les X-Men rencontrent Spider-Man, et le premier numéro de Not Brown Heck, qui s'amuse à parodier les séries Marvel de l'époque. On a également au sommaire Strange Tales numéro 153 à 155, mais je sais pas s'il s'agit des épisodes de Nick Fury, de ceux de Doctor Strange ou des deux. En Marvel Kids, Marvel Action, les origines, qui revisite pour les 8-10 ans la naissance de quelques super-héros et de quelques super-vilains. Hulk, le MOOC anniversaire des 60 ans. Bon, visiblement c'est sur le même modèle que celui qui était consacré à Spider-Man il y a quelques mois. J'ai pas lu, mais les retours étaient plutôt positifs, il me semble, donc si vous voulez en savoir plus sur le Titan Vert, pourquoi pas. Côté Star Wars, seulement 2 sorties en février. La première, c'est Halcyon Legacy, par Ethan Sachs et Will Sliney, et j'ai pas la moindre idée de ce dont ça parle. Et puis The Mandalorian, tome 2, adaptation de la saison 2 de la série Disney, par Alessandro Ferrari, Matteo Miana et Igor Kimiso. Apparemment, c'est la même équipe qui avait réalisé l'adaptation de la saison 1, comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Dernier titre du mois, Made in Korea, une mini-série parue aux États-Unis chez Image Comics en 2021, par Jeremy Holt et George Schall. L'histoire d'un couple qui peut pas avoir d'enfant et qui décide donc de s'offrir à la place un androïde fabriqué en Corée du Sud. Sauf qu'il s'avère très vite que l'androïde en question n'est pas le modèle de base et qui dispose de capacités bien supérieures à la normale. Sur le fond, la série est intéressante. Elle traite à travers son personnage de différentes questions liées à l'adolescence, à la construction de son identité, y compris sexuelle. Sur la forme, c'est moins réussi. On passe trop de temps sur certaines intrigues secondaires et pas assez sur certains éléments cruciaux du récit. Et le dessin de George Schall est correct, mais quand même assez quelconque. Dommage pour une fois que Panini sort des sentiers battus et propose un titre que je ne m'attendais pas à trouver chez eux. J'aurais aimé être plus enthousiaste, mais c'est malheureusement
pas le cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère n'avoir rien oublié et pas m'être trop gouré. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires pour rectifier telle ou telle chose. On se retrouve très vite pour passer en revue les sorties de février des autres éditeurs. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.